Bonjour et bienvenue à tous en ce début d'année 2025. Permettez-moi de vous présenter au nom de l'Union européenne de yoga nos vœux les meilleurs possibles pour 365 jours de santé, de bonheur et de sérénité. Nous en aurons bien besoin durant cette année 2025 et le yoga va nous aider. Quelques mots sur, l'Union européenne de yoga, qui a été, créée en 1971 par, Gérard Blitz et André van Liesbeth, avec les représentants des fédérations, nationales, européennes. Aujourd'hui, l'Union européenne de yoga, représente 22 fédérations nationales réparties dans 14 pays d'Europe. Elle a défini, les normes applicables à la formation des professeurs de yoga, en Europe. Ces programmes de formation, sont bien connus. Ils consistent en un minimum de 500 heures de formation sur, 4 années. Ce qui fait de l'Union européenne de yoga une des associations professionnelles, les plus expérimentées, en Europe. Chaque année, nous organisons un congrès de yoga, en Suisse, à Zinal, au cours de la dernière semaine du mois d'août. Le thème du congrès 2025 est Abhyasa et Vairagya, les 2 piliers de la transformation yogique. Je mettrai, le lien dans le chat. Aujourd'hui, on va vous participer au programme, Spiritualité en ligne qui a été lancé il y a quelques années par l'Union européenne de yoga. Cette année, les thèmes retenus sont, le thème du congrès, Abhyasa Vairagya, yoga et santé mentale, dharma et karma et yoga. Ces conférences, ateliers, méditations sont offerts par des professeurs de yoga, des chercheurs en yoga qui sont issus des fédérations membres de l'Union européenne de yoga. Le programme est disponible sur le site internet de l'Union européenne de yoga. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de faire une donation en ligne pour contribuer à nos programmes. Aujourd'hui, notre invité est le docteur Antonietta Rozzi. Antonietta enseigne le yoga depuis près de 50 ans. Elle est professeure de pédagogie et de yoga dans les universités de Bologne et de Bolzano. Elle est présidente de Sarva Yoga International et présidente honoraire de la Fédération italienne de yoga. En 2019, elle a reçu en Inde le prix du Premier ministre pour sa contribution exceptionnelle à la promotion et au développement du yoga. Et donc, nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Son intervention int- concerne le thème de cette année yoga et santé mentale. Et Antonietta va nous parler de yoga et technostress. Antonietta, c'est à toi. Merci beaucoup, merci Catherine. Bonjour à tous et bonne année à tous, bien sûr. Je suis très contente de me retrouver à nouveau dans l'Union européenne de yoga, dont j'ai été présidente pendant 12 ans, il y a quelques années, et de pouvoir participer à ces rencontres. C'est un plaisir aussi de vous retrouver, des amis que je connais et d'autres qui sont nouveaux, donc bienvenue. En fait, oui, le thème est spiritualité, donc ça peut paraître un petit peu bizarre de parler de technostress dans la spiritualité, mais en fait, la spiritualité et tout ce qui nous regarde et tout ce qui concerne notre monde intérieur, notre vécu intérieur, ont affaire avec la spiritualité. Et si on est dans une situation de malaise, si on n'est pas tranquille, si on est agité, même cultiver notre vie intérieure, l'évolution de notre conscience devient difficile. Donc, c'est un bon pas de partir de la santé mentale, puisque tout tourne autour de notre mental, notre vie heureuse ou moins, nos problèmes. Tout commence par notre mental et notre interprétation de la réalité. Donc nous allons parler de situations que nous connaissons, que très souvent, au contraire, nous subissons, euh, parce que la vie actuelle, la vie moderne, demande de faire face à ces difficultés, à ces problèmes, simplement dans notre vie quotidienne. Et nous tous, qu'on soit des natifs digitaux ou qu'on soit des plus anciens comme moi qui s'approchent au problème de la technologie moderne, eh bien tous nous avons plus ou moins affaire avec ces méthodologies, ces techniques qui influencent en fait notre vie et très souvent sans même qu'on en soit conscient. Donc on va voir comment agir
le technostress, qu'est-ce que c'est le technostress, et comment le yoga surtout peut contrebalancer les effets négatifs de cette situation qui est pressante pour tous et qui souvent est souterraine. On ne s'en rend pas compte, mais on vit dans une atmosphère sous pression parce que nous devons faire avec tous ces engins et toutes ces technologies des activités quotidiennes qui sont nécessaires dans le travail, mais même dans la vie simple de relations entre nous. Et je voudrais souligner un aspect qui me surprend chaque fois, même si ça fait longtemps que je pratique et que j'enseigne le yoga, c'est la caractéristique du yoga de pouvoir être actuel, on pourrait dire, incroyablement actuel. Parce que c'est vrai que le yoga, nous le savons tous, est une très ancienne discipline ou science qui est née même dans un pays et dans une culture qui est différente de celle européenne. Donc on pourrait penser que c'est quelque chose qui est un peu surpassé, qui n'a rien à voir avec notre vie moderne. Et c'est assez surprenant de voir que chaque fois qu'on approche un problème spécifique ou une question ou un thème spécifique qui concerne notre vie et la qualité de notre vie, eh bien, le yoga semble avoir la recette. J'allais presque dire la recette magique, mais elle est tout autre que magique, elle est scientifique. Alors, c'est vraiment presque un paradoxe de parler d'une ancienne discipline qui a non pas des siècles, mais des milliers d'années, qui a origine dans une culture un petit peu différente de la nôtre et qui semble répondre exactement aux nécessités et aux besoins que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, je vais m'aider un petit peu d'une présentation pour définir, au moins voir plus ce que c'est le technostress et surtout comment faire face à ce technostress. Voilà. Alors, nous allons alors, technostress et yoga, ce qui est, comme je vous disais, un petit peu paradoxal. Ce sont des attitudes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. On est très souvent au téléphone, accroché à nos oreilles et à notre cerveau. Alors, le terme technostress, qui est on pourrait dire une division, une branche du stress général, dont on parle tout le temps et qui semble être vraiment la vraie pandémie de ces temps modernes. Ce terme, cependant, a été utilisé par Craig Broad en 1984, donc c'est pas tout à fait récent quand même. Déjà alors, où il y avait moins de technologie, on commençait à parler de technostress. Et ça a été défini comme la syndrome d'utilisation constante excessive, surtout, des technologies et des appareils informatiques. Alors, il y a deux termes qu'on doit souligner, c'est constant et excessif. Parce que bien sûr, si on utilise des technologies de temps en temps, il n'y a aucun effet négatif et sûrement ne provoquera aucune forme de stress. Je survole un peu sur la question du stress parce que je pense que tous vous connaissez le terme et le principe et comment s'active cette syndrome d'adaptation. En fait, le stress n'est pas une maladie, mais au contraire, c'est un système, un moyen que l'évolution de l'espèce humaine a mis au point pour pouvoir faire face aux changements et surtout pour la survie même de l'individu, mais plus encore de l'individu qui intéresse assez peu à l'espèce, la survie de l'espèce elle-même. Donc, ce sont des mécanismes qui s'activent presque tout seuls, automatiquement, quand il y a une situation de danger. Alors, la situation de danger, bien sûr, elle peut être réelle, mais elle peut être aussi imaginaire. C'est notre mental qui décide si une situation est potentiellement dangereuse ou pas. Donc, vous voyez que le procès est assez particulier. Euh, L'handicap, le problème de ce mécanisme de stress qui fonctionne très bien s'il y a un danger réel, qui nous permet d'activer des énergies, des forces, des moyens pour pouvoir, il y a deux solutions, c'est quand on est en danger, pouvoir ou fuir ou bien combattre. Et ça s'appelle, ce syndrome en anglais, flight or fight, combattre ou s'envoler, fuir. Donc il faut une activité particulière du cœur, du sang qui circule plus rapidement, des muscles qui sont prêts à agir, des yeux qui voient plus clair, etc. C'est toute la manifestation du stress.
Puis ce stress se spécialise, si on veut, et la cause du déclenchement de ce mécanisme dépend des circonstances et de l'ambiance et du milieu dans lequel on vit, mais dépend surtout, comme je disais, de l'interprétation de notre mental. Le problème réel de ce mécanisme qui fonctionne bien si le danger est réel, c'est qu'en général, le danger n'est pas réel, mais c'est une question, une problématique mentale qui ne nécessite pas de fuir ou de combattre, mais quand même qui met en jeu le même mécanisme parce que, en fait, ce mécanisme a été perfectionné au temps de nos anciens préhistoriques et c'est le même, nous n'avons pas d'autre schéma, c'est le même schéma que nous appliquons aujourd'hui. Donc le schéma n'est pas approprié, n'est pas parfaitement centré sur le problème que nous vivons en ce moment, par exemple avec le technostress, parce que nous avons une seule réponse possible, c'est celle du stress en général, et celle de flight or fight, c'est-à-dire de fuir ou de combattre. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les effets de cette condition, si elle est constante et excessive, c'est que les effets se manifestent à la longue, pas immédiatement. Donc c'est un peu sournois, c'est un peu en dessous de notre conscience et souvent on ne s'en rend pas compte. Donc quand il y a des effets qui se manifestent, ça veut dire que la situation s'est déjà installée depuis quelque temps. Les effets sont importants parce qu'ils sont sur tous nos plans d'existence. Le plan physique, donc on peut avoir des problèmes physiques. Le plan psychologique, notre mental qui est dérangé et qui donc ne fonctionne pas parfaitement comme il devrait et qui fatigue et qui crée des situations de malaise et parfois de vraies pathologies. Mais surtout aussi, il faut bien le souligner, les effets sur le plan comportemental. Donc, nos actions sont dirigées en fait par cette situation subie, vécue passivement. Voilà. Ça, c'est pour définir ce qu'est le technostress. Et en fait, on pourrait penser que c'est une situation qui n'est pas si dangereuse, le fait d'utiliser des technologies. Mais quand l'utilisation est excessive et donc nous n'avons pas les moyens encore mis au point pour combattre cette situation, parce que nous répondons toujours avec cet ancien schéma du stress en général, eh bien l'ordinateur peut devenir, on dit l'ordinateur, mais on peut parler de toutes les technologies et de tous les programmes que nous utilisons, de tous les moyens que nous utilisons aujourd'hui, peuvent devenir les vrais modèles, c'est-à-dire assez schématiques, généraux, les mêmes pour tous. Et l'intéressant de l'être humain, c'est son individualité. Chacun de nous est unique et même irrépétible, on dit. Donc, si on répond tous de la même façon, eh bien, ça aplatit toute l'évolution de l'espèce humaine même, non seulement la nôtre individuelle. Et donc, on risque d'avoir les mêmes modèles, c'est-à-dire les mêmes réponses en fait, dans la communication, ce qui peut être assez dangereux parce que la communication doit être fluide, doit être adaptable, bien sûr, aux situations. Les mêmes modèles surtout de connaissances, c'est-à-dire des savoirs que nous accumulons comme individus, mais en fait après comme société, qui sont un peu plats parce que la culture, la nouveauté, les inventions sont la semence de toute l'évolution de l'espèce humaine depuis toujours. Donc si on a tous la même pensée uniforme, on risque d'aplatir tout ce que la nature humaine a comme potentialité d'évolution. Et puis, évidemment, aussi la propre expérience et nos pensées, nos convictions, nos façons de vivre aussi, nos croyances dépendent en grande partie de notre expérience personnelle dans la vie, bien sûr. Donc, le risque n'est pas seulement individuel d'un malaise et d'une santé mentale qui n'est pas bien florissante, disons, dans chaque individu, mais le risque, ce sont des conséquences assez graves sur la société en général, sur la culture, sur l'évolution, sur la façon de penser.
des ambiances dont on vit. Donc, je vous montre certaines images qui donnent bien l'idée aussi de comment on est plasmé par ces nouvelles technologies. Des enfants très petits, là c'était en Corée, mais je crois que c'est dans chaque pays, les parents donnent le téléphone aux enfants pour qu'ils soient tranquilles, et les enfants, bien sûr, avec le téléphone, mais les jeux du téléphone ne sont pas les jeux que devraient explorer les enfants avec une motricité et se déplacer dans l'espace, avoir des expériences diverses. Ça peut être un moment, mais si c'est la seule façon de développer à travers le jeu qui est essentiel dans le développement des enfants et de la personnalité, eh bien, on peut bien voir qu'il y aura des carences, il y aura des effets qui ne sont pas complétés dans leur formation. De rester dans son propre milieu, dans sa propre ambiance. Et s'il n'y a pas de contact direct et d'échange, eh bien, c'est difficile d'avoir aussi une mentalité ouverte, scientifique, curieuse, de recherche. L'isolation porte à se concentrer uniquement sur soi-même et en général sur ses propres problèmes, parce que ce sont les problèmes qui poussent et qui se font entendre de façon plus intense dans le mental. Donc, c'est une sorte d'expérience virtuelle, mais d'expérience virtuelle qui peut être intéressante dans certains milieux, mais si c'est la seule ou celle qui est la plus pratiquée, eh bien, ça peut devenir une sorte non seulement d'isolation, mais de manque de réalité, de manque de contact avec les autres, de manque de façon de réfléchir et en fait de responsabilité, soit envers soi-même, soit envers les autres. Donc, c'est une perte de contact avec la réalité. Et si cela se produit souvent et longtemps, bon, ben, ça peut devenir une vraie pathologie, justement. Les symptômes, il faudrait être capable de reconnaître les effets du stress en général et de celui du technostress, les effets du technostress qui sont un peu particuliers justement. Le premier symptôme quand on est stressé en général, et surtout par les technologies, eh bien c'est la fatigue. C'est paradoxal parce qu'on ne bouge pas, on ne fait pas d'efforts, on ne fait pas d'efforts physiques, et pourtant, on a cette sensation de fatigue, qui est surtout une fatigue mentale, bien sûr, mais en même temps, nous savons que tous les nœuds qui sont dans notre mental, toutes les problématiques que nous avons dans notre mental, toutes les tensions, en fait, se traduisent toujours par une tension musculaire, parce que la tension musculaire, c'est la seule réponse que nous avons automatique au stress. La tension musculaire représente une sorte euh, de corasse qui nous protège vers un potentiel danger. Et nous le mettons en acte, cette protection, dans toutes les situations, même si le danger n'est pas réel. Donc la tension musculaire est due soit à la posture qu'on tient pendant longtemps parce qu'on est assis et peut-être pas dans une posture correcte, mais en même temps, c'est une réaction à une tension mentale qui se traduit, comme je disais, toujours par une une espèce de protection que nous mettons en acte à travers nos muscles. Les douleurs visuelles, parce que si on regarde trop souvent et trop longtemps un écran, bon, ben ça c'est évident. Des maux de tête qui sont aussi des réactions normales quand on force, quand on reste trop concentré, quand les yeux sont toujours pointés sur un écran. Et nos yeux ne sont pas encore habitués, ne sont pas construits pour regarder avec des fréquences qui sont celles d'un écran lumineux. Bon, puis on peut avoir des problèmes digestifs qui apparemment n'ont rien à voir avec les technologies. Eh bien, quand quelque chose ne marche pas en nous, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des tensions, le système digestif est un des premiers qui répond parce que quand on est en condition de stress, notre corps, d'une façon intelligente, j'oserais dire, met en stand-by toutes ces fonctions qui ne sont pas nécessaires à la fuite ou à la lutte.
Donc, quand on est en danger, on n'a pas le temps et c'est pas nécessaire de se soucier de sa propre digestion, nous dirait notre corps. Elle peut attendre. Donc, toutes les ressources sont envoyées vers les muscles, la circulation, la respiration activée, etc. Mais si cette situation perdure, dure longtemps, eh bien sûr, notre système digestif commence à avoir des problèmes parce qu'il peut rester en stand-by pendant quelques temps, mais pas tout le temps, bien sûr. Et puis aussi, le gain de poids, soit par sédentarité, soit pour tous ces problèmes que nous avons vus. Voilà, voilà une image qui nous donne l'idée de comment sont nos relations avec les technologies quand elles ne marchent pas. Mais les technologies en général marchent. Quand on ne comprend pas exactement comment faire marcher les technologies, ben, cette sorte de rage qu'on appelle justement la rage du computer. On se relationne aux instruments comme si c'était les personnes que nous devrions contacter. Des autres symptômes qui sont plus psychologiques sont, par exemple, bon, l'insomnie. Quand on est agité, quand on vit une condition de stress, le premier symptôme, ce sont les problèmes du sommeil. Euh, mais surtout aussi un manque de concentration. Et ça, c'est très important. Et c'est très important pour toutes les activités que nous faisons. Et surtout, c'est très important si cette habitude à ne pas être concentré devient l'habitude de fonctionnement de notre mental et surtout chez les jeunes. Et puis, tous ces problèmes qui s'accumulent donnent un sens d'anxiété qui, elle-même, si elle perdure, peut devenir dépression. On peut avoir des crises de rage incontrôlées, comme l'image que nous avons vue, mais ça peut arriver aussi aux crises de panique, parce que notre système psychosomatique est toujours en alerte et nous ne sommes pas faits, l'être humain n'est pas construit pour être toujours en état d'alarme ou d'alerte. Il faut qu'il y ait l'alerte quand c'est nécessaire pour la survie, et puis on doit revenir à un état normal de relaxation. Si cette situation d'alerte dure dans le temps, bien sûr, cela peut provoquer des réactions incontrôlées de notre mental, comme les crises de panique. Et d'une façon comportementale, quand on expérience des malaises, quand on n'est pas bien avec soi-même, surtout on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on est dans un état de dépression sans connaître la cause, on se sent anxieux sans en connaître la cause, eh bien on a souvent deux réactions possibles. La plus fréquente, c'est celle de l'agressivité, parce que c'est comme si on se sentait constamment attaqué et on ne sait pas comment répondre. Donc, la réaction spontanée, c'est d'agresser pour défense. Alors, c'est souvent une agressivité gratuite, sans raison apparente. Et cela explique aussi des problématiques des jeunes qui ont des réactions parfois agressives, excessives. On se demande ce qui se passe dans leur tête. Eh bien, dans leur tête, il y a cette grande confusion qui peut être due exactement à une utilisation excessive et non contrôlée des instruments technologiques. Voilà, on est tellement enragé parfois qu'on pourrait exprimer l'agressivité de cette façon. Et là, ce sont d'autres images qui montrent que dès le très jeune âge, on met en face des jeunes ces écrans qui ne sont pas naturels. Je ne sais pas si on voit dans l'image, mais cette toute petite fille coréenne est en train de regarder un iPad pendant qu'elle mange. Comme ça, elle est tranquille et les parents peuvent parler entre eux et faire autre chose. Alors, il y a aussi des avantages, bien sûr. On ne peut pas nier que les technologies rendent la vie plus simple et plus facile. Donc, c'est encore plus difficile de se détacher quand c'est nécessaire. Internet rend l'information disponible. Donc, ça aussi, ça contribue à connaître mieux les autres, à connaître d'autres cultures, à savoir exactement ce qui se passe instant par instant de l'autre côté du globe, par exemple. Ça permet d'explorer le monde en première personne sans y aller physiquement. C'est quand même une expérience virtuelle, elle n'est pas réelle.
elle apporte des connaissances, mais ces connaissances n'ont pas des racines profondes parce que justement, elles sont virtuelles. Elles ne sont pas soutenues par une expérience réelle. Et donc, ça peut porter aussi à une perte de contact avec la vraie réalité ou l'altération de la réalité. Quoi. Voir le monde où nous vivons comme si c'était le monde d'Internet ou le monde idéal d'un film ou d'autres situations. Les réactions qu'on a dans l'ambiance justement du virtuel et de l'utilisation des méthodologies et des technologies, c'est une sorte de rage, d'agitation, d'agressivité qu'on appelle justement le stress informatique. C'est aussi un stress qui est dû à une connectivité constante. Là, on a cogné des termes pour caractériser ces situations. Quand on doit toujours être connecté, et en réalité, on doit toujours être connecté, on attend les mails, on attend le WhatsApp, on attend la réponse d'une activité qu'on est en train de faire. Donc, cela, d'une façon constante, porte à une sorte de sensation d'être envahi par quelqu'un d'autre. On n'a jamais un moment pour soi, un moment réel d'intimité avec soi-même. Puis, il y a le stress des compétences, parce que la technologie avance si rapidement qu'on a toujours besoin d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre, et on n'a pas fini d'apprendre comment fonctionne un système, qu'on doit toujours s'adapter au système qui vient de changer. Ça aussi, ça procure une certaine tension. Et ce stress d'apprentissage, parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir utiliser vraiment bien les technologies, à moins qu'on fasse le métier spécifique de l'informatique. Il y a le stress surtout de surstimulation. Ça, c'est très important et c'est très important pour les jeunes. Cette sorte de surcharge d'informations, on dit l'overload des technologies. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'informations sur le moment, on n'a plus besoin d'aller dans les bibliothèques faire des recherches, on fait des recherches sur Internet, et ça c'est pratique bien sûr. Mais tout cela rend le fonctionnement de notre mental plus difficile parce que le mental n'est pas encore adapté à cette situation. L'adaptation neurologique, l'adaptation physique, l'adaptation mentale au changement est très lente. Je veux dire, l'adaptation culturelle, elle est très lente, même celle physiologique. Il faut non pas des milliers, mais des millions d'années, tandis que les technologies évoluent, je dois dire, à une vitesse incroyable. Donc, on est toujours à essayer d'attraper cette évolution des technologies. On est toujours en retard sur les technologies. Et ça donne un sens d'impuissance presque, d'incertitude, le malaise de l'incertitude, de ne pas savoir d'être centré sur le point et sur la question dans le moment où nous vivons cette question. Mais surtout, nous avons un excès de stimulation. Notre système nerveux, à nouveau, n'est pas habitué et n'est pas prêt, n'est pas structuré pour avoir cet excès de stimulation. Nous sommes habitués à avoir des stimulations visuelles, auditives, mais avec un certain rythme. Dans l'utilisation des technologies, les rythmes sont extrêmement accélérés. Et en plus, souvent, on nous demande de faire plusieurs choses à la fois. Il y a eu un moment où on était tous très excités à l'idée de développer cette capacité qu'on appelle multitasking. Ça veut dire faire plusieurs choses à la fois. Eh bien, des recherches ont démontré que non seulement le multitask n'est pas effectif, c'est pas vrai qu'on est plus actif, plus efficace quand on fait plusieurs choses à la fois, mais au contraire, quand on fait plusieurs choses à la fois, on affaiblit notre système nerveux. Et des recherches très intéressantes ont démontré, par exemple, que chez les natifs digitaux, qui sont habitués au multitasking, ça veut dire téléphoner, écouter la musique, étudier en même temps, faire quelque chose, regarder un mail, etc. Eh bien, chez ces jeunes, la substance mentale, la substance grise mentale, neurale, diminue. Ça veut dire que le cortex, qui est le cerveau plus moderne, plus nouveau et actif, et celui qui concerne les activités plus intéressantes du mental, eh bien, cette partie du cerveau est moins
importante, donc il y a moins de matière grise par rapport au cerveau des générations précédentes. Et ça pourrait être dangereux, bien sûr. Alors, ceux qui ont étudié le technostress ont aussi cherché de voir s'il y avait des solutions pour éviter tous ces dangers. Eh bien, avec surprise, je dois dire qu'il n'est pas une surprise pour nous pratiquants de yoga, ils ont trouvé que pour le moment, la seule façon de pouvoir combattre tous ces excès et tous ces dangers, et toutes ces causes aussi du technostress, c'était le techno-awareness. Les termes sont toujours anglais parce que bon, les papers, les recherches sont écrites en anglais. Et on pourrait traduire par technosensibilisation. Ce qui veut dire simplement avoir conscience quand on exagère, quand on utilise trop les technologies, avoir conscience quand les symptômes arrivent et commencent à se manifester, être capable d'arrêter pour un moment, de reprendre. Ils ne disent pas comment faire pour arrêter et nous reprendre. Eh bien, le yoga a des techniques pour ça et qui pourraient être très, très utiles. Déjà, le terme awareness, conscience de soi, est un terme qui est comment dire, le pain quotidien pour ceux qui font du yoga, qui ont conscience de soi quand on pratique une posture, conscience de soi de la respiration, conscience de soi des processus mentaux, etc. Alors ça, c'est une image qui nous montre, par exemple, ce que doit faire notre cerveau quand on fait plusieurs choses à la fois. Eh bien, plusieurs choses à la fois, ça veut dire que le cerveau doit, c'est comme un interrupteur, activer et désactiver très rapidement des circuits neuronaux. Ce qui fatigue énormément notre système et ce qui empêche même que chacune de ces activités soit vraiment bien accomplie, soit vraiment efficace. Le problème principal, c'est, je disais, pour les jeunes qui doivent aussi s'entraîner et construire des schémas d'apprentissage. Je ne vais pas parler trop de ce problème qui est un peu particulier dans l'éducation, qui est aussi le thème que je développe dans les universités, et je dois dire qu'ils sont très intéressés à ces problèmes parce que c'est les problèmes que les enseignants trouvent et doivent combattre dans leur activité éducative. Juste pour résumer un petit peu, la connaissance qu'on a d'Internet, c'est vrai que c'est une connaissance large, euh, agrandie, mais c'est une connaissance superficielle. Parce que, d'abord, les informations, quand on recherche sur Google un argument, bon, c'est une information assez générale. C'est pas comme une vraie recherche, c'est pas comme lire un livre qui explique page après page des processus ou des méthodologies. Et cette connaissance, elle est un peu instantanée, mais pas déductive. Ce n'est pas la connaissance déductive cartésienne qui est pratiquée surtout dans l'école française ou dans l'éducation, qui était pratiquée, je ne sais pas si elle l'est encore, dans l'éducation française, en général, on pourrait dire dans notre éducation européenne et occidentale. Donc, on risque d'avoir des nouvelles générations avec des connaissances qui sont toutes sur la surface, mais avec l'incapacité d'élaborer eux-mêmes les questions, de trouver des solutions, de trouver les causes. Donc, ça aussi pourrait se traduire dans un comportement assez superficiel qui n'évalue pas, n'est pas capable d'évaluer le résultat des actions, par exemple. Ce qui veut dire aussi un comportement qui pourrait être potentiellement dangereux et dangereux pour les autres. L'autre aspect, un aspect intéressant, c'est que les connaissances principales qu'on peut avoir à travers les technologies sont bien sûr par l'image. Habituellement, on regarde un écran. C'est vrai qu'on regarde une page d'un livre aussi, mais elles sont liées à l'image. Donc ça pourrait être un point commun, un dénominateur commun pour pouvoir améliorer la réaction de l'utilisation des technologies, parce que nous savons combien l'image est importante, par exemple, dans les pratiques de yoga, de visualisation, de concentration. Alors, je passe sur l'apprentissage, je disais. Je vais simplement noter que, par exemple, il y a aussi des avantages dans les technologies. Eh bien, ça, c'est un exemple d'une expérimentation qu'on a fait en Inde
On l'a appelé The Hole in the Wall, ça veut dire un trou dans un mur. Dans une périphérie assez pauvre, près de Delhi, un pédagogiste, un éducateur, avait placé un ordinateur, mais on voyait seulement l'écran, comme vous voyez dans cette image. Et les enfants curieux ont commencé à s'approcher de l'écran. Ils ont commencé à toucher. Eh bien, pour être bref, en très peu de temps, les enfants ont pu avoir l'habilité de faire fonctionner cet ordinateur touchscreen, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué une sorte de auto-apprentissage. Ça pourrait être intéressant pour les pays qui n'ont pas une éducation ou un système éducatif riche, bien structuré, bien formé. Ça peut être intéressant pour des zones assez pauvres où il n'y a pas les moyens d'aller à l'école, par exemple. Donc, il y a aussi des avantages. Et ça, c'est très intéressant aussi parce qu'en général, ce sont les plus grands qui courageux, plus actifs, ont commencé à tripoter l'ordinateur et à force d'essayer, ils ont compris le principe de fonctionnement, donc ils ont compris, ils ont commencé à faire des recherches sur Google, par exemple. Et puis les plus grands ont appris aux plus petits comment le faire. Donc c'est un apprentissage, un auto-apprentissage, mais aussi un apprentissage qu'on partage avec les autres plus petits. Voilà. Alors, quels sont les instruments que le yoga met à disposition pour pouvoir, sinon effacer complètement, mais atténuer au moins les effets que nous avons vus, les effets surtout négatifs du technostress? Eh bien, nous voyons que les instruments sont simplement les instruments du yoga. Ce que Patanjali a mis au point. On a ajouté le relax qui n'est pas vraiment cité par Patanjali, mais qui est sous-entendu dans toutes les pratiques. Le relax, c'est un peu comme la trame de toute la pratique du yoga. Et en fait, tous les moyens, les instruments du yoga sont tous efficaces pour combattre ce technostress. Et nous allons voir maintenant chaque instrument, comment peuvent ces instruments nous aider à balancer cet effet excessif des usages de technologie. Alors, le yoga est une pratique scientifique, donc ce n'est pas de la fantaisie. Récemment, il y a eu aussi des recherches qui ont été faites sur les effets du yoga, sinon d'une façon spécifique sur le technostress, mais sur le stress en général. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui prouvent l'efficacité du yoga. Euh, il y a des principes généraux du yoga qui s'appliquent déjà et qu'on comprend peuvent s'appliquer très bien pour balancer ces effets négatifs du technostress. Nous avons vu que la rapidité, les changements rapides, tout ça fatigue, agite et perturbe notre mental et a après des effets aussi sur la santé physique. Eh bien, déjà le fait que les temps du yoga sont des temps lents, c'est un peu comme un vaccin, c'est un peu un antidotique qui nous permet de contrebalancer cet excès de vitesse dans nos procès mentaux et qui ont des effets ensuite aussi sur la santé, comme nous avons dit. Euh, dans le yoga, nous développons la conscience de chaque action. C'est-à-dire qu'il faut être conscient, il faut être présent dans ce que nous faisons, ce qui est exactement le contraire d'une activité virtuelle qui n'est pas placée dans l'expérience vécue, mais qui est placée dans l'expérience vue ou imaginée ou pensée, mais non incarnée. Alors, nous, quand nous pratiquons le yoga, nous développons l'autre aspect du virtuel. Nous sommes concrètement dans le corps quand nous faisons un mouvement. Nous sommes concrètement présents dans le souffle quand nous faisons des exercices de respiration, etc. Donc, nous avons dans le yoga un corps qui est actif et non passif. Dans les technologies, le corps est absolument passif. Il est simplement présent pour recevoir les stimulus. C'est tout le contraire de la pratique du yoga. Euh, il y a dans le yoga un certain contrôle des émotions et surtout à travers la relaxation. Bien, quand on voit des images virtuelles, il n'y a aucun contrôle sur nos émotions. C'est ce qui nous plaît aussi quand on va voir un film ou au cinéma, c'est le fait de s'émotionner et de avoir les mêmes émotions qui sont présentes dans le film. Mais si cette situation est continue et non pas gérée, non pas contrôlée,
Bien sûr, c'est comme si nous vivions les mêmes expériences, les mêmes malaises, et notre corps les enregistre, ces malaises. Notre corps n'a pas la possibilité de distinguer si un stress est réel ou imaginaire. Tous les stress pour lui sont le même et ça se déclenche de la même façon et il y a une seule façon de réagir à ce déclenchement. Donc c'est un processus assez primaire, on oserait dire assez élémentaire, et nous avons besoin donc d'avoir des moyens pour interrompre ce processus. Et les moyens que nous donne le yoga pour interrompre ce processus qui est un processus à cascade. Quand il commence, c'est difficile de l'arrêter. Eh bien, c'est surtout la relaxation dans le yoga qui nous donne les moyens de bloquer et de terminer cet effet de tension qui se répète et qui déclenche la réaction du stress. Euh, le mental aussi dans le yoga est actif et non passif. Quand on utilise les technologies, le mental est comme une éponge qui prend, qui capte, qui reçoit. Dans le yoga, c'est tout le contraire. Notre mental est dirigé. Nous avons des techniques pour apprendre à développer au mieux les potentialités de notre mental, en particulier la concentration, bien sûr, qui est l'élément fondamental qui soutient toutes les autres actions mentales. Donc, la détente mentale est un peu la recette universelle pour pouvoir combattre les effets nocifs du stress en général et du technostress en particulier. Et ce sont les pratiques que nous pratiquons, que nous faisons couramment dans les techniques de yoga. Toutes les techniques de yoga doivent nous porter à cette détente mentale qui nous permet ensuite de concentrer le mental sur un seul point et ensuite de pouvoir passer à l'étage supérieur qui est la méditation. Alors, les asanas, par exemple, nous allons très rapidement parce que vous connaissez tous les techniques. Dans les asanas, le corps participe. Le corps n'est pas passif devant un écran, c'est évident. Les mouvements sont lents. L'attention et la perception est prolongée sur le geste, même quand on va dans la posture, quand on maintient la posture et surtout quand on revient de la posture. Et il y a, pour toutes les postures, même celles plus intenses, un relâchement de la tension musculaire après la posture ou pendant la posture, ça dépend des techniques qu'on fait. Les asanas nous permettent aussi d'avoir une sorte de correction posturale parce qu'on travaille beaucoup dans le yoga sur la colonne vertébrale, sur les courbes exactes de la colonne pour rester dans une attitude correcte verticale. Donc, ce sont tous des effets qui sont bénéfiques quand on est trop souvent assis dans des postures pas correctes et quand on peut avoir et commencer à avoir des malaises aussi posturaux. La respiration, de la même façon. La respiration est la fonction qui subit le plus le stress et les émotions parce qu'elle est guidée automatiquement pour faire face aux situations que nous affrontons moment par moment. Donc, quand la respiration est libre, elle s'adapte à la situation que nous sommes en train de vivre. Quand la respiration est gérée autonomement, quand c'est nous qui gérons notre schéma respiratoire, eh bien, on peut effacer les émotions, effacer les effets négatifs de l'émotion et faire vivre à notre corps et ensuite à notre mental qui est toujours en contact avec l'ambiance du corps, une situation de calme, de paix, de tranquillité. Donc, des techniques très simples comme le changement de schéma mental, une respiration volontaire, sont les moyens les plus efficaces pour récupérer de la fatigue, de la tension que nous avons vue, de l'agitation mentale que nous avons vu être les effets principaux de technologie. C'est aussi une façon, nous savons bien, la respiration, de porter en équilibre notre corps pranique, parce que le respire est la structure qui soutient la structure du corps de Pranomaya Kosha, du corps pranique, donc équilibrer les énergies qui sont toujours déséquilibrées chaque fois qu'il y a une tension, n'importe quelle tension, physique ou mentale. C'est une façon aussi, à travers la respiration, d'équilibrer et débloquer les nadis
obstrués, qui viennent fermer, qui sont réduits dans la circulation du prana chaque fois que nous vivons un état de malaise ou de tension à nouveau. Et c'est une façon aussi de contrôler les émotions. Alors, les émotions, c'est vraiment un chapitre assez particulier parce que la qualité de notre vie, en fait, dépend des émotions que nous vivons, instant par instant. Et les émotions sont très difficiles à contrôler. Nous subissons normalement nos émotions. Il est très difficile d'effacer une émotion négative qu'on voudrait bien effacer parce que les émotions sont tellement puissantes, ce sont des énergies tellement fortes que avec la volonté, il est pratiquement impossible de les contenir. Alors, chaque fois que nous vivons une émotion virtuelle, en fait, notre mental, nous avons dit, n'arrive pas à distinguer ce qui est virtuel de ce qui est réel. Donc, pour lui, c'est comme si c'était une situation réelle. Et il déclenche toutes les réactions que nous savons. Cela porte à une sorte de détachement de la réalité, même des émotions vécues, des échanges. Et les émotions se traduisent aussi dans des sentiments plus profonds, dans la relation avec les autres, dans toute la vie affective que nous vivons. Donc, quand on est dépendant des émotions fortes, on s'habitue un peu à cette sensation des émotions fortes qu'on peut vivre ou des émotions simplement agréable qu'on peut vivre virtuellement, parce qu'il suffit d'aller chercher sur Internet des films, mais non seulement des films, maintenant, c'est le nouveau film qui attrait tellement les jeunes, les TikTok, les Reels, tout ça, eh bien, ça produit une sorte d'ambiance agréable. On s'habitue à cette ambiance agréable qui n'est pas du tout réelle, et on devient dépendant de cette ambiance agréable. Donc, si on a cette expérience virtuelle d'émotions fortes, pour être satisfait, il faut toujours chercher des émotions plus fortes encore. C'est une sorte de recherche fanatique des émotions. Et c'est surtout les jeunes qui subissent cette situation et qui recherchent des émotions tellement fortes que parfois elles sont aussi dangereuses, surtout chez les adolescents qui ont le plan émotionnel complètement bouleversé à cette période de leur vie. Eh bien, la recherche des émotions fortes leur procure tellement d'adrénaline, un plaisir presque physique, et qui les pousse à rechercher des émotions toujours plus fortes jusqu'à faire des actions folles comme celle de sauter d'un train à un autre, dangereuses, ou parfois ils perdent même la vie. C'est un mécanisme mental qu'il faut connaître pour pouvoir faire face à ces problèmes. Donc, les émotions, là, sont simplement vécues. C'est un peu comme une drogue qu'on prend et qu'on s'assoiffe à cette drogue, et donc il faut une drogue toujours plus forte. Pour les émotions, c'est la même chose. Et surtout, on ne les reconnaît pas, les émotions. Ces jeunes qui font ces actions qui nous paraissent insensées à nous adultes, eh bien, sont poussés par ces forces instinctives de prouver des émotions fortes, de ce moment de bien-être, de l'adrénaline très forte, mais ils ne la connaissent pas. C'est un problème psychologique qu'on appelle alexithymie. Ça veut dire on n'a pas les mots pour dire ce qu'on éprouve. Et si on n'a pas les mots pour dire ce qu'on éprouve, ça veut dire qu'on ne connaît pas non plus ce qu'on est en train d'éprouver. Donc, c'est très difficile de vivre cette situation d'une façon consciente, responsable. Le yoga nous apprend à contrôler les émotions, mais non à les réprimer, à les contrôler, à les gérer, à utiliser l'énergie des émotions pour les porter dans des actions plus efficaces ou plus agréables ou plus paisibles aussi. C'est une sorte d'éducation ou rééducation des émotions qui est très importante dans le yoga et qui me semble peut être vraiment le vaccin contre tous ces dangers qui peuvent devenir des vraies et graves pathologies mentales dans l'utilisation excessive des technologies. La relaxation dans le yoga est vraiment la clé pour annuler tous les effets négatifs et apporter un nouveau bien-être. Expérimenter un bien-être qui, un peu comme elle essaie d'expérimenter les émotions fortes, nous poussera à répéter la pratique pour les expérimenter de nouveau. Donc, c'est la récupération. Nous savons comment se produit la relaxation. On récupère toutes les tensions physiques et mentales qui sont toujours liées, nous savons.
on récupère en même temps de la fatigue mentale, parce que notre mental qui est toujours sous pression, sous tension, euh, perd ses énergies. C'est une vraie hémorragie d'énergie, de prana. Donc, le fait de relaxer pendant quelques instants, c'est comme recharger nos batteries et recharger notre énergie pranique. Et de ce fait, contrôler en même temps les émotions qui nous font perdre cette énergie. Et ça, c'est une façon de lutter surtout contre la surstimulation. Il y a trop de stimulus qui arrivent à notre cerveau et il faut être capable de relâcher le corps pour relâcher aussi le cerveau, ou bien apprendre des techniques aussi de relaxation du cerveau qui sont très utiles pour balancer cet effet de surexcitation et surstimulation. Voilà l'humanité d'aujourd'hui. Quand quelqu'un est en danger, bien, au lieu de l'aider, on le prend, on fait le film. Donc, pour conclure, la technique de la concentration du yoga est aussi extrêmement efficace, surtout pour cette dispersion d'énergie et dispersion mentale, parce que les multitasking, toutes ces actions qu'on fait en même temps et rapides sont comme un éparpillement de notre mental, le mental qui va dans toutes les directions. Et la concentration, c'est le contraire, c'est revenir avec toutes ces énergies, tous ces canaux d'énergie, tous ces canaux de sensorialité, revenir au point central. Donc, c'est vraiment la technique idéale. Bien sûr, cette technique va entraîner. On ne devient pas concentré en un instant. Donc, la concentration, on l'entraîne dans les asanas en étant concentré sur le corps, dans le pranayama en étant concentré sur le souffle, dans les exercices mentaux de concentration. Et la concentration nous permet de récupérer même la fatigue physique, parce que quand le mental est relaxé, le corps est relaxé, les muscles sont relâchés. Donc, il y a une sorte de recharge aussi des énergies physiques, la récupération de la fatigue mentale, aussi de notre capacité d'attention, parce que notre capacité d'attention n'est pas infinie. Il y a des limites. Donc, si nous portons notre capacité d'attention sur tellement de points à la fois, sur tellement d'images, sur tellement de pages qui tournent, sur tellement d'actions que nous sommes en train de faire, eh bien, nous épuisons nos ressources. Et la concentration, comme on disait, c'est revenir dans un seul point, rester, être capable de rester pour quelque temps sur un seul point. Et ça veut dire récupérer aussi tout ce gaspillage d'énergie que nous avons dans la surstimulation. Cela augmente aussi le niveau de conscience. Nous devenons plus sensibles à l'état de bien-être ou à l'état de malaise que nous pouvons vivre et savoir quand il est temps de s'arrêter, par exemple. C'est ce awareness, techno-awareness dont on parlait avant. Et c'est aussi une lutte contre le conditionnement, parce que quand on fait des actions répétitives sans en être conscient, eh bien, on est conditionné ou on se conditionne à répéter ces actions d'une façon mécanique. La concentration, c'est tout le contraire. On s'impose mentalement de rester sur un seul objet, de ne pas aller par-ci, par-là, de ne pas gaspiller nos énergies mentales et d'être capable de se focaliser sur un point. Et cette capacité de focalisation rendra toutes nos actions, soit physiques, soit mentales, beaucoup plus efficaces que cette dispersion de 1000 activités à travers différents instruments technologiques. Voilà. Et l'image mentale est extrêmement importante. Et là, c'est un peu le point commun qu'on peut trouver avec les technologies. On utilise les instruments qui peuvent être nocifs et peut-être dangereux pour nous, et on les utilise d'une façon correcte, d'une façon productive, d'une façon efficace. Donc, on utilise le même instrument, mais on obtient des résultats tout à fait opposés. Et bon, l'expérience du pendule, je pense qu'on peut le survoler, mais c'est un exemple qui nous dit combien notre mental fonctionne sur l'image et combien le corps aussi est conditionné par les images mentales. Donc, les images mentales dans le yoga sont toujours présentes, surtout ce sont des instruments de visualisation, qui est une technique qui nous entraîne à la concentration. Et puis, il y a aussi dans le yoga une utilisation beaucoup plus
importantes, beaucoup plus intéressantes et profondes qui sont sur l'image. Ce sont les images qu'on considère les symboles, les archétypes. Et là, c'est une vraie et propre méditation parce que les archétypes ont des énergies communes, des énergies universelles et on fait appel, on se connecte avec ces énergies universelles à travers l'utilisation des symboles. Mais ça, c'est une autre question et éventuellement un autre discours. Voilà. Donc, pour conclure, eh bien, le yoga est vraiment un instrument magnifique, ancien, mais tout à fait moderne et efficace et actuel pour contrebalancer les effets excessifs de l'utilisation des technologies. Voilà, par exemple, une image d'une famille en vacances qui, au lieu de regarder le paysage ou de parler de ses expériences, se concentre chacun d'eux sur leur... Merci beaucoup, Antonietta, pour cet exposé, lumineux. Tu apportes de l'eau à notre moulin du yoga, face à la situation, disruptive, dans laquelle nous entraîne, la technologie et son utilisation erronée, on va dire. En fait, on pourrait résumer en disant que pratiquer notre pratique du yoga, c'est comme pratiquer un jeûne technologique. Puisque quand nous sommes en yoga, nous ne sommes pas dans la technologie. Nous l'utilisons, mais nous n'en sommes plus dépendants. Je voudrais juste rajouter peut-être, à ce que tu as proposé, la notion de témoin, puisque être en yoga, c'est aussi, être capable de se détacher des situations que nous vivons et de regarder ce qui nous arrive, pour ne pas se laisser, submerger par les émotions ou les situations. Donc prendre du recul. Donc merci beaucoup et si j'ai bien une suggestion à faire, c'est je souhaiterais, que tu nous proposes un article sur ce que tu viens de nous présenter, que nous puissions partager avec nos fédérations et surtout proposer sous le format écrit dans nos magazines que nous envoyons à nos adhérents et qu'on pourrait également partager avec nos ados qui, bon, bah, s'il n'y a plus de remarques, euh, bah, nous remercions encore Antonietta pour cet exposé passionnant. Et je vous invite donc bah, aux prochaines séances du programme Spiritualité en ligne de l'Union européenne de yoga. Alors, merci à vous, ça a été un grand plaisir. Merci surtout aux participants qui ont un peu sacrifié leur samedi peut-être libre pour cet entretien. De ma part, ça a été très agréable et je suis contente de vous avoir rencontré. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer aussi juste en face, En en vrai. présence. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci Catherine et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci. merci.